Mon exposé durera 40 minutes, puis je vous montre quelques PowerPoint que j'ai préparés et par la suite, je répondrai à vos questions pour le reste du temps jusqu'à 19h15, 19h20. Parmi vous, il y a des gens qui suivent l'actualité turque et d'autres qui participent aujourd'hui juste par curiosité. Je vous propose à tous de prendre des notes, car pendant mon exposé, même si j'essaye de parler aussi simple que possible, je vais traiter des sujets mal connus pour la plupart des gens. La Turquie, vous savez, n'est pas un pays facilement compréhensible par les Occidentaux. La plupart des analystes qui n'ont pas la nationalité turque, qui font des rapports sur la Turquie, ne connaissent pas la langue turque et leurs informations sont basées sur les sources d'origine étrangère ou les versions anglaises des médias turcs ou des centres de recherche. Bien sûr, il y a Google Traduction, mais il faut savoir où aller chercher l'information qui compte vraiment. La Turquie est un carrefour de cultures et de civilisations, on le sait bien, avec ses contradictions, avec des dizaines de communautés ethnoculturelles. Sur place, vous pouvez trouver tous les courants idéologiques du monde contemporain. Des nationalistes, il y a. Des kémalistes laïcs mais ultranationalistes, il y a aussi. Des libéraux pro-Europe, des islamistes, des djihadistes sympathisants de Daesh, même des maoïstes, vous pouvez trouver en Turquie. Et je ne vous parle pas du nombre des loges maçonniques. Il y a bien sûr des sunnites, c'est la grande majorité, on les connaît. Il y a des alévis, des chiites, des athées militants, des orthodoxes et des juifs. Il y a des Turcs, des Kurdes, des Arabes, des Arméniens, des Grecs, des Syriaques. Et depuis 2012, il y a plus que 3 millions de réfugiés syriens. En Turquie même, si la majorité est sunnite, il y a 15 millions d'alévis et plus qu'1 million de chiites. Dans les grandes villes, la bourgeoisie laïque kémaliste qui vit à l'occidental, comme on dit, cohabite avec les nouveaux bourgeois de l'islam politique. Une classe moyenne conservatrice qui vote massivement pour l'AKP, le parti du président Erdogan. Tandis qu'à la campagne anatolienne, la population vit toujours selon les valeurs traditionnelles de l'islam sunnite. Je vous propose, par curiosité, de regarder sur Netflix la série turque Ethos, du mot grec ethos, ça veut dire la morale, qui capte de manière vivante le deux mondes. D'un côté, un monde laïque, moderne et urbain et assez aisé, et d'autre côté, le monde conservateur et pauvre qui vit dans la périphérie des grandes villes ou à la campagne. Deux mondes qui se connaissent mal et qui n'ont rien partagé sauf le drapeau et la langue turque. Je m'adresse aux étudiants d'Hillery pour leur dire que dans la conscience collective turque, peu importe que quelqu'un soit kémaliste ou islamiste, il y a toujours le traumatisme de la perte de l'Empire ottoman en 1918. Selon la mentalité turque, l'Occident et surtout les pays européens, dont la France, ont toujours voulu et continuent de vouloir la partition territoriale de la Turquie. Le syndrome du traité de Sèvres, signé en 1920, se trouve toujours dans l'esprit des Turcs, élites et peuples confondus. Hakan Yavuz, l'un des turcologues les plus éminents du XXIe siècle, professeur à l'université de Salt Lake City aux États-Unis, l'a décrit en détail dans ce livre Nostalgia of the Empire, la nostalgie de l'Empire.
On sait très bien que la Turquie contemporaine est un grand pays, sans doute, en superficie bien sûr, par rapport à sa population, presque 85 millions, par rapport à sa taille économique, 18e plus grande économie du monde, et par rapport à sa force militaire. Je parle du nombre de militaires sous drapeau, deuxième plus grande armée au sein de l'OTAN, avec presque un demi-million de soldats. Sa position géographique entre les Caucases et l'Asie centrale, le Moyen-Orient, la mer Noire et les Balkans, la rend très importante. Le pétrole et les gaz azerbaïdjanais sont transportés à travers de son territoire vers les marchés européens. La Turquie offre la voie alternative pour les transports du gaz de l'Asie centrale vers l'Occident afin d'éviter la Russie. L'Occident ne peut pas accepter la probabilité d'une Turquie dans la sphère d'influence de Moscou et de Pékin pour des raisons stratégiques, politiques et bien sûr économiques. On verra bien comment le président Biden va gérer les dossiers turcs. Une petite vérification. Pierre, tout va bien? Côté connexion? Parfait, tout va très bien. Et on a déjà pas mal de questions et de remarques. Vous m'entendez? Oui, c'est très bien, Constantin. Eh bien, je fais une petite vérification, c'est tout. Dans le même temps, la présence des 3,5 millions de réfugiés syriens installés au sud-est de la Turquie offre à Erdogan la chance unique de faire chanter l'Europe en jouant la carte de la migration. Un autre aspect, c'est le fait que la Turquie est le principal producteur et exportateur d'héroïne vers l'Europe. Les relations entre la mafia turque, les forces de sécurité et les hommes politiques sont présentées en détail dans notre livre. Ce n'est pas un hasard si le Pablo Escobar d'Europe s'appelle Hussein Baybashin, de nationalité turque, qui passe ses jours dans une prison aux Pays-Bas. Donc, après cette courte description générale de la Turquie contemporaine, on va parler en détail du système actuel d'Erdogan et plus précisément de l'utilisation du MIT comme instrument stratégique pour parvenir à ses fins. Lors des élections nationales de 2002 en Turquie, l'AKP est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que l'AKP alors? C'est un parti politique avec une base électorale dont 60% des électeurs considèrent l'islam comme leur seule référence sociopolitique. D'ailleurs, une grande partie des députés de l'AKP sont proches des confréries soufis. Ça veut dire l'islam sunnite, mystique et ésotérique, très bien implanté en Anatolie depuis des siècles, comme l'ordre des Naqshbandiyés. Je pense que tout le monde connaît au moins les derviches tourneurs, comme une expression soufie, mais aussi comme une attraction touristique turque. 25% de la base électorale vient de la communauté Nurcu, notamment de la communauté Fethullah Gülen, et le reste de 15% vient de la bourgeoisie urbaine et libérale, mais non purement kémaliste, qui soutient l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne et les libertés de presse et d'expression. Elle est pour une société ouverte, démocratique, pour une solution pacifique à la question kurde, etc. Bref, le parti AKP était au début, en 2002, un mélange entre islamistes soi-disant modérés et libéraux pro-européens.
Erdogan est devenu Premier ministre en 2003, le moment de l'invasion américaine en Irak, et il a utilisé la carte de l'intégration européenne de la Turquie pour empêcher une nouvelle intervention militaire sur la scène politique turque. Erdogan était à l'époque totalement inconnu aux États-Unis et il a tenté d'établir des relations personnelles avec l'administration George Bush Jr. grâce au réseau Fethullah Gülen, qui vivait déjà aux États-Unis depuis 1999 pour des raisons de santé entre guillemets. On savait déjà, nous les analystes, que les partis au pouvoir, l'AKP et Erdogan, puisaient leurs origines dans l'islam politique proche des frères musulmans. On savait aussi que Ahmed Davutoglu, professeur en géopolitique et ancien ministre des Affaires étrangères et premier ministre du gouvernement Erdogan, lorsque le dernier est devenu président en 2014, avait écrit un livre sur la profondeur stratégique de la Turquie dans les années 2000. Pour la petite histoire, en Grèce, dans mon pays, à l'époque, on a traduit rapidement ce livre pour des raisons évidentes. Entre 2003 et 2010-2011, 7 ans, 8 ans, l'establishment kémaliste et en particulier l'État profond. Qu'est-ce que ça veut dire, État profond? Ça veut dire une partie de l'armée, des hommes politiques, des intellectuels et des hommes d'affaires kémalistes purs et durs sera neutralisé. Les procès bien connus d'Ergenekon et de Balios étaient l'aboutissement d'une campagne long terme visant à purger l'État turc des noyaux des kémalistes laïcs et nationalistes qui détestaient l'héritage islamique et ottoman. Il convient de noter qu'Erdogan était parfaitement conscient que la police, et en particulier la direction du renseignement, la direction antiterroriste et la direction contre les crimes organisés étaient contrôlées par des policiers affiliés à la communauté Gülen. Ce sont les Gülenistes, je vous assure, qui ont fait le job. Ils ont fait le boulot pour dékémaliser l'État. Jusqu'à là, la coexistence d'Erdogan avec les réseaux de Gülen était idyllique. Elle a servi parfaitement les plans et la stratégie du sultan turc. En 2011, alors, les Gülenistes se sentaient désormais puissants et essayaient de placer leurs cadres dans la structure de l'État. Pratiquement, ils voulaient obtenir plus que les deals électoraux entre Erdogan et Gülen prévoyaient. Pour Erdogan, il était temps de prendre l'initiative pour sa propre survie politique, bien sûr, mais aussi pour le contrôle total du parti AKP. En lisant notre livre, vous allez apprendre beaucoup de détails intéressants sur cette bataille féroce entre Erdogan et Gülen et ses conséquences sur le fonctionnement du MIT. C'est donc à cette époque, à 2011, que le soi-disant printemps arabe se déclenche. Les vides créés en Tunisie, en Libye, en Égypte, avec la chute des régimes, étaient en train d'être comblés par les frères musulmans. L'équipe des dirigeants de l'AKP, guidée par le professeur Davutoglu et Ibrahim Kalin, son élève, sont aujourd'hui les grands théoriciens nostalgiques de l'Empire ottoman. Donc cette équipe se rend compte que l'opportunité est historique. La perspective de transformer la Méditerranée en un lac sunnite dirigé par la nouvelle Turquie néo-ottomane est désormais en train d'être réalisée.
L'instrument stratégique pour une telle expansion de l'influence et du soft power turc au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dans les Balkans, le Caucase, mais aussi en Asie centrale, est le service du renseignement turc, le MIT. Alors qu'une lutte de pouvoir implacable entre Erdogan et Gülen commence en Turquie à partir de 2011, 2010, fin 2010, début 2011, simultanément avec le printemps arabe, le MIT tente de contrôler les développements en Afrique du Nord avec un réseau dense d'institutions étatiques turques, des fondations religieuses, des ONG soi-disant humanitaires et des centres de recherche proches du gouvernement. En Syrie, la situation se complique car, d'un côté, les minorités chrétiennes et les druzes restent fidèles à Bachar al-Assad, des confessions alaouites, et de l'autre côté, l'opposition des frères musulmans syriens n'est ni solide ni homogène. La situation évoluera en guerre civile et par la suite en guerre ouverte avec les résultats bien connus à tous. En 2010 alors, peu de temps avant le début du printemps arabe et la lutte pour le pouvoir entre Erdogan et Gülen, Hakan Fidan est nommé par Erdogan au poste du directeur du MIT. Dans notre livre, vous allez trouver beaucoup d'informations sur Fidan et ses relations avec les gardiens iraniens, les gardiens de la révolution iranienne, les Pasdaran, comme on dit, une raison pour laquelle les Israéliens et surtout le Mossad étaient très inquiétés. Sous la direction alors de Hakan Fidan, le MIT a traversé une période de changements structurels, mais aussi des changements de mentalité. En lisant notre livre, on apprend beaucoup sur les aspects techniques de la restructuration, mais aussi sur des opérations en cours du MIT. Le MIT, cher étudiant d'Hillery, possède un gros budget. Son personnel est de plus en plus fourni. Il est même supérieur en nombre à la DGSE. Il gère des milliers d'informateurs, surtout en Europe, et pour ses opérations de liquidation ciblée contre les PKK, il utilise des drones ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, ainsi que des drones de combat. Il contrôle également les stations d'écoute Signal Intelligence à l'américaine de l'armée turque. Alors qu'il semblait au départ que les frères musulmans consolideraient le pouvoir en Afrique du Nord, il y a eu les coups d'État en Égypte du général Al-Sisi, une guerre civile en Libye qui se termine début 2021. Et seulement en Tunisie, les Turcs ont pu établir des relations solides. Ils ont signé d'ailleurs un contrat avec l'armée tunisienne récemment pour la vente des drones de fabrication turque il y a quelques semaines. En Syrie, le président russe Poutine a envoyé des troupes, tandis qu'en Turquie, la lutte pour le pouvoir a conduit finalement au coup d'État en 2016. Nous devons ici clarifier les choses à propos de la tentative de coup d'État, car beaucoup d'articles ont été publiés et beaucoup de théories de complot circulent sur Internet. Il ressort clairement, selon le dossier d'instruction, selon des centaines de témoignages des personnes impliquées, et selon le décryptage des messages sur l'application Bylock pour les smartphones, que le coup d'État a été planifié par des officiers proches du réseau Gülen. Le coup a été préparé dans les moindres détails pour démarrer à 3 heures le matin du 16 juillet 2016. Mais un officier militaire a averti le MIT l'après-midi
du 15 juillet. Et à cause de cette fuite, les officiers gulenistes ont lancé les coups à 22 h le soir. L'image avec des soldats turcs qui bloquent l'entrée du pont à Istanbul direction Asie et de l'autre côté du pont, les embouteillages avec des gens qui reviennent du travail en traversant le pont et en regardant des soldats sans savoir ce qui se passe, sont restés dans la mémoire. Il est impossible, je vous jure, que les échelons supérieurs de la CIA ne soient pas au courant des préparations des gulenistes. Mais on ne peut pas dire que le coup a été planifié par la CIA ou approuvé par le président Obama. Je suis sûr que tôt ou tard, nous apprendrons toute la vérité sur cette histoire, car il y a beaucoup de choses à clarifier encore. Après la tentative du coup d'État, les persécutions dans le secteur public notamment ont été massives. Il y a des descriptions détaillées de tout cela dans notre livre. L'Allemagne est devenue la première destination d'exil pour les fonctionnaires turcs proches de la communauté gulen, qui était licenciée par le gouvernement Erdogan, qui a déclaré depuis l'état d'urgence. En 2020, il y avait, je vous donne un exemple, 12 000 demandes d'asile politique en Allemagne, déposées par des Turcs qui ont quitté la Turquie. Des dizaines de milliers de Turcs chassés par le gouvernement Erdogan se trouvent aujourd'hui un peu partout en Europe. La police, et plus précisément les directions du renseignement et du contre-terrorisme, se sont complètement nettoyés des éléments gulenistes. On peut aujourd'hui dire que le MIT, la police et la gendarmerie turque sont sous le contrôle absolu d'Erdogan. À partir de 2012, sous le dossier syrien, le MIT entreprend des opérations paramilitaires. Il créera et formera l'armée syrienne libre et contribuera à la consolidation des groupes djihadistes de deux manières. D'abord, avec la libre circulation de 50 000 djihadistes, dont une partie non négligeable arrivait massivement à l'aéroport d'Istanbul avec des compagnies aériennes low cost, avant d'être amenés à la frontière turco-syrienne. Et deuxièmement, avec la fourniture d'armes et d'explosifs. Des ONG turcs ont participé à cette opération sous couverture humanitaire. Le rôle du MIT dans la guerre en Syrie est décrit en détail dans notre livre. Photos à l'appui, les preuves sont accablantes. Pendant que la France se trouve sous les chocs des attentats du Bataclan novembre 2015, en Turquie, dans la même période, selon un sondage au niveau national, 9,3% des personnes interrogées ont déclaré que l'État islamique n'était pas une organisation terroriste et 5,4% soutenaient ces actions. 21% ont déclaré que Daesh représentait l'islam et 8,9% pensaient que Daesh était un vrai pays ou un État. Après la tentative de coup d'État en 2016, Erdogan avait très peur. Il craint toujours que les gulenistes réussissent leur mission la prochaine fois avec l'aide de la CIA et du Mossad. Il a donc chargé le MIT de créer un département anti-Gulen. En même temps, il a chargé la direction des affaires religieuses, ça veut dire les Diyanet, de surveiller et de ficher par son immense réseau des imams tous ceux qui critiquent la Turquie depuis l'étranger et notamment des gulenistes. Au cours des 5 dernières années, 2016-2021, les allégations d'harcèlement,
des fichages, des surveillances, d'enlèvement des citoyens turcs à l'étranger. Ces chiffres à des milliers. Interpol, par exemple, qui est basé à Lyon, a cessé d'accepter les demandes de la Turquie pour les membres du réseau Gülen car elle juge qu'il s'agit de persécutions pour des raisons politiques. Dans notre livre, vous pouvez lire ce qui s'est passé ces dernières années par rapport à cette histoire. Le MIT de Hakan Fidan est donc désormais un service de renseignement de la guerre psychologique, de la guerre cybernétique et des opérations paramilitaires. Un service d'enlèvement, des répressions, mais aussi des liquidations ciblées contre les cadres du PKK. Il faut savoir qu'en Turquie même, la situation n'est pas différente. Il s'agit de la raison pour laquelle le pays se trouve à la première place sur la liste des plaintes déposées à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vrai que la justice et les services du contre-espionnage en Europe essayent, malgré tout, de contrôler les activités du MIT. Cependant, par manque de moyens ou bien de l'absence de la volonté politique au niveau européen, les agents du renseignement turc se sentent libres d'opérer pour le moment. Pour finir mon exposé, cher étudiant d'Hillery, je voudrais regarder un peu l'avenir. Dans 10 ans, en 2030, Erdogan aura 76 ans et ne sera probablement plus dans la vie politique turque. On ne sait jamais. Mais après plus que 25 ans au pouvoir, toute une génération de Turcs n'a pas connu d'autres dirigeants politiques. C'est pareil pour Vladimir Poutine. Ce système, héritage d'Erdogan, sera conservé par les membres de sa propre famille, ses hommes d'affaires, une galaxie de fondations, des ONG, des confréries religieuses, des sociétés paramilitaires privées, par les MIT, bref, toute la structure de la Turquie néo-ottomane va perturber pour des décennies à venir. L'héritage laissé par Erdogan est un mélange d'islam politique, d'autoritarisme, du népotisme, des scandales de corruption et de la instrumentalisation du djihad. Les Hamas, par exemple, utilisent maintenant Istanbul comme centre mondial de ces opérations. L'Iran a énorme réseau d'influence en Turquie. Tout cela est décrit en détail dans notre livre. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir comment l'Europe fera face à cette Turquie dans les 10, 20, 30 prochaines années. L'élite politique européenne ne semble pas vouloir entrer en conflit avec cette Turquie pour des raisons économiques, stratégiques et migratoires. L'élite politique allemande a déjà décidé d'accepter et de coexister avec cette Turquie agressive, extrémiste, qui cherche à ressusciter les cadavres de l'Empire ottoman. Une Turquie qui considère, cher étudiant d'Hillery, que le droit international est un bouclier juridique utilisé que par des faibles. Tôt ou tard, l'Europe va payer très très cher son aveuglement et sa passivité. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Constantin. Merci aussi d'avoir tout à fait respecté le temps imparti. Alors, nous avons déjà beaucoup de questions en direct. Alors, bien entendu, chers, je sais pas comment on peut dire, téléspectateurs, téléspectatrices, n'hésitez pas à poser vos questions à notre intervenant. Alors, Constantin, je vais commencer par l'une des premières questions qui a été posée par
par l'un ou l'une des participants, je ne sais, et qui justement renvoie à une question qui a été très actuelle il y a encore quelques semaines. Est-ce que les services secrets turcs ont joué un rôle dans le conflit qui a ébranlé le Haut-Karabakh en septembre-octobre dernier? Oui, bon, écoutez, les MIT travaillent avec les renseignements militaires turcs. Et au même temps, il y avait des divisions turkmènes qui étaient transportées avec des avions de transport de l'armée turque vers l'Azerbaïdjan. Il y a même des photos qui circulent sur Internet. Donc, je n'ai rien ajouté. Tapez Google et vous aurez tout. Alors, une autre question qui a aussi intéressé nos auditeurs, c'est quand vous avez en introduction mentionné l'importance des loges maçonniques en Turquie. Et alors, quelles sont exactement leurs influences? Bah, vous savez Kemal Atatürk était un franc-maçon, c'est connu. Donc, les loges maçonniques existent dans l'Empire ottoman depuis la fin du 19e siècle. Bien sûr, on a la révolution jeune turque, on a la république laïque kémaliste. Si vous voulez, le pouvoir des loges maçonniques est très fort jusqu'aux des années 40. Et à partir de ce moment-là, on a les partis démocrates avec Menderes qui entre, qui prend le pouvoir. Donc c'est l'islam politique qui commence petit à petit à dominer la scène politique turque. Mais les loges maçonniques de la Turquie ont toujours de bonnes relations avec les grands orients de France. Ça, c'est connu. Alors, une autre question d'un de nos participants qui concerne qui concerne votre manière de travailler avec Savas Kalentelidis. Comment est-ce que vous avez mené vos investigations et est-ce que ça n'a pas été très difficile justement à mettre en place? Écoutez, on a choisi, on a travaillé, ça veut dire on a exploité entre guillemets toutes les sources ouvertes sur Internet, mais du fait que tous les deux, on est turcophones, on a accès aux sources turques. Et basé sur un travail qui a duré 7 ans, 8 ans, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, que vraiment tu peux faire des livres pour la Turquie aussi facilement. Il y a trop d'informations. La seule chose qu'il faut faire, il faut filtrer, il faut bien documenter et il faut donner une perspective. C'est tout. Et donc, une autre question qui dérive un petit peu de cette première, est-ce que vous avez reçu des pressions de la part des autorités turques? Écoutez, il y a tous les jours des reportages qui tombent. Regardez ce qui s'est passé dimanche dernier. J'ai reçu tout à l'heure sur mon portable la déclaration d'Erdogan hier. Il s'adresse au président Macron. Il dit quel est le problème de ces personnages? Imaginez, il ne dit pas le président français, de ces personnages avec moi. Et Macron va t'excuser, il parle comme ça, va t'excuser parce que tes grands-parents ont massacré 1 million d'Algériens. Va t'excuser pour Rwanda parce que là-bas, vous avez tué des centaines de milliers. Donc, écoutez, tout est là. Hein. En fait, Erdogan parle trop et il fait la une. Et voilà. Donc, laissez-le exprimer. Donc, imaginez que des pressions, non, aucune pression. Aucune pression. Je vous dis. Alors, une autre question qui fait là encore écho à l'actualité brûlante. Alors, c'est vrai que dans le cas de la Turquie, une actualité brûlante chasse une autre actualité brûlante. Alors, un de nos participants vous demande, est-ce qu'il serait possible d'envisager une invasion turque de l'île grecque de Castellorizo? Bon, écoutez, je ne vais pas entrer dans cette histoire des relations gréco-turques, mais il faut voir ce que j'ai dit à la fin. On a les droits internationaux. Vous, Pierre, vous êtes prof à Hillery. Donc, je
vous enseignez les cours de droit international. Pour les Turcs, le droit international n'existe pas. C'est le hard power, c'est le pouvoir, c'est la force militaire qui écrit l'histoire. Donc, je vous donne un exemple. Il y a les traités du droit maritime international, jamais signés par la Turquie. Donc, comment vous voulez discuter avec un pays qui fait partie de la communauté internationale sans impliquer les lois internationales? Donc, voilà, point. Après, si demain, il y a l'armée grecque est dans un état d'alerte depuis 2 ans déjà. Donc, ça peut arriver n'importe quel moment, ça c'est sûr. Et on est toujours, si vous voulez, nous les Grecs, mobilisés. On ne sait jamais ce qui va se passer demain matin. Parce que face à nous, on a un pays qui n'est pas prévisible, qui ne joue pas avec les règles, comme on dit, officielles. Donc, c'est Erdogan qui décide en fait. Alors, on a une autre question qui concerne un des événements qui a été particulièrement, comment je pourrais dire, médiatisé. Ça a été la révélation par un quotidien turc, Cumhuriyet pour ne pas le citer, de la livraison, alors je crois que c'était en 2015, si je ne m'abuse, de la livraison... Début 2014. Début 2014, voilà, une livraison d'armes de la part des services. Voilà, si je pense que c'était cet article qui avait été publié dans le quotidien d'opposition de Cumhuriyet, justement sur la livraison d'armes de la part des services secrets turcs à destination des combattants de Daesh. Est-ce que cette médiatisation d'une opération quand même particulièrement sensible a modifié et le fonctionnement des services secrets et comment ils ont réagi finalement à ce que une telle opération ait été divulguée au grand jour? Alors, regardez bien, Hakan Fidan devient directeur du MIT en 2010. Donc, il n'a pas la chance. Qui pouvait imaginer que quelques mois après sa nomination, le printemps arabe démarre? Donc, lui, il voulait être un directeur tranquille pour un service du renseignement moyen, etc. Mais il se trouve devant une situation qu'il faut gérer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? En 2013-2014, ils vont établir la direction des opérations spéciales. Quelle est la mission de cette direction? Fournir du renseignement, de la formation et aussi des armes et d'explosifs, d'abord à l'armée libre syrienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des mercenaires au sein de l'armée libre syrienne qui faisaient du contrebande avec des armes fournies par les Turcs. C'est pour ça que beaucoup des officiers des forces spéciales turques voulaient démissionner parce qu'ils disaient, écoutez, c'est pas possible. Nous, on fait la guerre contre Daesh et c'est les mercenaires syriens qui ont pris les armes pour les vendre chez Daesh. Donc, vous voyez, il y avait un triangle de corruption et de double jeu. Donc, les mythes se trouvent dans une situation très délicate. D'un côté, il faut gérer les conflits civils, la guerre civile et les conflits généralisés. Et d'autre côté, il fallait rien dire à la police turque. Donc, quand les camions traversaient l'autoroute, c'était toujours pendant la nuit, c'était un petit peu passé par les petits villages, donc parce qu'il ne fallait pas avoir de fuites. Et vous savez, la police turque était contrôlée à l'époque par la communauté Gülen. Donc, il y avait des conflits entre les policiers qui cherchaient les djihadistes et les djihadistes qui étaient protégés par les MIT. Donc, c'est un cache-cache entre le MIT et la police. Résultat, les photos et la une du journal Cumhuriyet avec cette histoire qui est comico-tragédique.
Alors, une autre question qui vous est posée, qui concerne le rôle du MIT, justement, dans le conflit libyen, cette fois. Alors, quel rôle Voilà. joue-t-il? Écoutez, et les Turcs, ils faisaient déjà du business avec Kadhafi. On parle des 20 000 ouvrières turques travaillaient en 2010 en Libye. Donc, quand Kadhafi est parti, pour les Turcs, c'était une catastrophe économique. Après, c'est les frères musulmans qui dominent Tripoli, et c'est Erdogan avec les frères musulmans qui rentrent au pays avec les émités. Donc, et depuis, il y a des Libyens qui sont partis côté Syrie pour faire la guerre, et il y a des Syriens de l'armée libre syrienne qui étaient amenés en Libye pour aider le gouvernement de Tripoli proche des frères musulmans. Donc, la Libye est considérée pour la Turquie une région qui fait partie toujours de l'Empire ottoman, une région qui est aussi un pays transit, comme on dit, pour l'immigration africaine, pour faire chanter l'Europe, si vous voulez, et c'est un pays qui est bourré du gaz et du pétrole. Donc, vous comprenez bien pourquoi ils ont signé l'accord maritime, la Turquie et la Libye, sans prendre en compte les droits maritimes internationaux. Donc, Erdogan va rester en Libye pour des années à venir. Et ça, c'est sûr. Et c'est aussi une des raisons des conflits avec la France. Voilà. Je comprends. Alors, un de nos participants a 3 questions en une. Alors, je vais vous poser chaque question l'une après l'autre. Alors, la première, c'est est-ce que le MIT est toujours dirigé par des militaires? Pas du tout. Le MIT, depuis 2010, est un service du renseignement civil 100%. Où on trouve des militaires au sein du MIT? Dans la direction des opérations spéciales. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de commandos, des officiers des services, des forces spéciales turques, qui étaient amenés à la direction des opérations spéciales pour encadrer et former des cadres, des officiers. Donc, ce n'est pas les militaires qui dirigent le MIT. Le MIT dirigé par Hakan Fidan, qui est le bras droit du président turc. Et pour la petite histoire, Erdogan, il a dit, Hakan Fidan connaît tous mes secrets. Vous comprenez? Alors, donc la deuxième sous-question de ces questions, qu'en est-il des liens entre le MIT et les frères musulmans? Et je vous propose, c'est l'occasion de montrer, Pierre, le deuxième PowerPoint, s'il vous plaît. Bien sûr. Et comme ça, je pense qu'on peut passer au PowerPoint. Alors, cher Constantin, là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, vous me dites la deuxième, celui-là? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez toute une galaxie des organisations étatiques turques, comme TİKA. À côté, vous voyez IHH, ONG humanitaire qui a fourni des armes en Syrie et a récupéré des blessés, soit de l'armée syrienne libre, soit des djihadistes. Vous voyez Musiad, qui est l'union des hommes d'affaires proches du gouvernement Erdogan. Juste au-dessous, on est toujours à gauche, hein, juste au-dessous, vous voyez Diyanet. Diyanet, c'est la direction d'État pour des affaires religieuses qui contrôle tous les imams turcs au monde entier. Après, vous voyez Yunus Emre Enstitüsü, c'est comme en France, on a l'Institut français à l'étranger, c'est l'équivalent pour les Turcs, il se trouve à Paris aussi. Et DİTİB, tout au bas,
qui se trouve à Strasbourg, qui contrôle les imams à France. Et après, vous voyez à quelques fondations comme Toukva, c'est une fondation de la jeunesse qui a des liens avec les Pakistanais qui habitent au Cachemire. Et vous voyez aussi les IGMG. Je pense qu'à France aujourd'hui, tout le monde connaît les Miligurush. Miligurush, ça veut dire l'islam politique turc proche, kiff-kiff, on dirait, avec les frères musulmans. Juste au-dessous, vous voyez le drapeau de l'armée syrienne libre. Et à droite, à haut, vous voyez Sadat. C'est la société paramilitaire privée turque qui travaille madalemment avec MIT en Syrie, en Somalie et aussi en Libye. Et vous voyez aussi Yurdissi Turkler. C'est un organisme d'État qui finance des études dans les universités turques pour la diaspora turque qui revient au pays, mais on l'utilise aussi, si vous voulez, on fait du profilage. Si on a des étudiants qui possèdent la nationalité locale, ils parlent bien la langue, et le MIT peut les exploiter comme source sur place quand ils reviennent dans leur pays. Donc, c'est un réseau très dense. C'est très difficile pour la DGSI, par exemple, ou les services de la protection de la Constitution en Allemagne, de contrôler tout ça. On parle des milliers de personnes. On parle d'argent et on contrôle plus ce qui se passe avec les financements, avec les gens qui changent de direction, etc., etc. Donc, et si vous voulez, c'est la une du JDD dimanche dernier parle de cette histoire. Voilà. Comment Erdogan infiltre la France. Donc, le deuxième diapo explique le premier, en fait. Est-ce que vous voulez qu'on passe les diapositives suivantes? Oui, je voudrais montrer les diapos parce que c'est important. Donc ici, vous voyez tout ce qui se passe en Alsace, à Strasbourg, avec les mosquées, les nouveaux consulats turcs les plus grands en Europe, avec les écoles privées turques, avec les Miligurush. Vous voyez, je ne sais pas si on peut zoomer, Pierre. Alors, dites-moi juste pour montrer les montants. Voilà. Fondation civile d'Iyanet, 4 millions d'euros. À droite, 1,5, etc. Donc, grosso modo, 15 millions d'euros investis pour les camps islamiques. Ça veut dire à lycée, faculté, mosquée et colonies de vacances pour l'été. Donc, Strasbourg, si vous voulez, aujourd'hui, c'est une petite Istanbul qui prend des décisions pour toute la communauté turque au niveau européen. Parce qu'à côté, il y a les conseils d'Europe. Donc, dans les conseils d'Europe, il y a des députés turcs. Parce que la Turquie fait partie des membres fondateurs du Conseil d'Europe. Voilà, les prochains, voilà. Alors, regardez cette photo. C'est le nouveau bâtiment du MIT à Ankara. C'est impressionnant. On dirait la CIA. Et la prochaine photo, c'est le nouveau bâtiment du MIT à Istanbul. Donc, vous voyez cet esprit mégalomaniaque, voilà, et la Turquie est un pays fort, il faut avoir aussi des bâtiments pharaoniques pour son service du renseignement. On est dans cet esprit-là. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, les 3 militantes kurdes qui étaient assassinés le 9 janvier 2013 dans le 10e arrondissement à Paris.
Voilà. Alors, regardez bien cette photo. Est-ce qu'on peut faire un... parce que je ne vois pas les noms et les prénoms tout au bas. Alors, j'ai... Ah oui, alors, attendez, je vais... Voilà. Alors, je pense que c'est bon là, Constantin. ok. J'essaie de voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Ce qu'on appelle the Dream Team. Donc, ça, c'est l'équipe des rêves, hein, si on fait la traduction mot par mot. Si demain, Erdogan n'est plus là, ces cercles de personnes vont décider l'avenir de la Turquie. C'est des gens qui sont des théoriciens de l'Empire ottoman, des islamistes purs et durs, et des bureaucrates qui parlent beaucoup de langues. Je vous parle de la ligne A, pas la ligne bas. Donc, si vous voyez à gauche, c'est les fils d'Erdogan, au Bilal Erdogan. Donc, Berat al-Bayrak, c'est son gendre, et Ibrahim Kalin, l'élève d'Ahmed Davutoglu, je parlais tout à l'heure. Ibrahim Kalin, peut-être, je prends les risques, hein, je ne sais pas, peut-être, sera le calife, ce qu'on dit le successeur d'Erdogan, si Erdogan il n'est plus à la vie politique. Pour l'instant, c'est son secrétaire responsable du palais présidentiel qui a 1000 chambres. Je le répète, 1000 chambres. À droite, vous voyez Hakan Fidan, le chef du MIT. Nereddin Tsosan, le patron, le chef, si vous voulez, du Iskender Pacha Cemati. C'est la communauté Iskender Pacha qui est basée à Istanbul, qui fait partie de l'ordre Naqshbendi, proche des frères musulmans. À côté, Boulet Yildirim, le président du IHH, et lui qui a participé à la flottilla for Gaza, et en 2010, quand il y avait des commandos israéliens qui sont arrivés sur les bateaux. Donc, c'est un pur et dur du Hamas, côté Turquie. Après, vous voyez Adnan Tanriverdi, c'est le patron du Sadat. Sadat, c'est la société privée militaire turque. Et tout à droite, vous voyez Sadiq al-Bayrak, c'est le père de Berat al-Bayrak. Et grâce à Sadiq al-Bayrak, Erdogan découvre le milieu russe dans les années 70. Donc, ces noyaux-là, les 8 personnes que vous voyez, vont jouer un rôle majeur si Erdogan n'est plus là dans 5, 10 ou 15 ans. Alors attendez, Constantin, je pense que je vais là encore de nouveau essayer de réduire la photo pour faire apparaître les noms de tout le monde. Voilà. J'avais une petite précision à ce que vous disiez en même temps que je règle tout ça. Berat al-Bayrak, pardon, qui était ministre du budget, enfin ministre de l'énergie puis du budget, a démissionné il y a quoi, un mois et demi, je crois. Oui, c'est ça. Donc bon, disons que le cercle n'est plus que de 7 maintenant. Voilà, mais il sera pas au chômage, hein, parce que j'ai appris qu'il a trouvé du boulot dans le palais présidentiel, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les oligarques turcs. C'est des patrons, les grands patrons qui sont proches de l'AKP, qui possèdent tous des médias, soit des journaux,
soit des chaînes, etc. Donc, si on peut zoomer juste au milieu, Pierre, là où s'écrit Frère Al-Bayrak, voilà. Donc, on voit Berat Al-Bayrak à gauche, marié avec la fille d'Erdogan. Et juste à côté du Berat Al-Bayrak, on voit son frère, c'est lui avec des lunettes là. Il est patron du journal Sabah. Sabah, c'est un des plus grands journaux en Turquie, pro-Erdogan 100%. OK. Donc, tous les restes, Kalyon, Al-Bayrak, Doğuş, Demirören, voilà. Il possède presque 80% de la presse écrite turque et des chaînes. Et sur la première photo, on voit Kalyon Group. Kalyon Group, Pierre, gère aujourd'hui l'aéroport d'Istanbul. Kalyon Group, avec 3 d'autres sociétés de construction, c'est eux qui ont construit l'aéroport d'Istanbul et aussi, ils ont aussi le management, comme on dit, la gestion. Donc, je pense qu'on peut continuer. Voilà. Donc, j'ai ici, si on peut faire un petit zoom, c'est le schéma de l'industrie militaire turque. Donc, vous voyez, on a 4 pylônes. C'est le gouvernement. C'est écrit en anglais, mais je pense que tout le monde comprend. Donc, gouvernement, les universités pour faire la recherche, l'industrie à droite, publique, mais aussi privée, et aussi l'armée. Il faut dire, et Pierre, que chaque fois qu'en France, on achète un Renault Clio, l'armée turque gagne l'argent. Parce que par les fondations turques, qui sont actionnaires de Mercedes et de Renault en Turquie, l'industrie automobile, en fait, c'est une filiale, on peut dire, hein, de l'armée turque. C'est pour vous dire que l'armée turque ne fait plus la politique, mais elle fait toujours du business. Je pense qu'on peut continuer. Voilà ce que je disais tout à l'heure. La fondation des forces armées possède un 100% Aselsan, et Aselsan, c'est la société qui fabrique tout ce qui est électronique pour l'armée turque. Roketsan, c'est tout ce qui est missiles balistiques. Havelsan, c'est pour l'aviation. Aspilsan, c'est aussi électronique, etc., etc. Donc, à 100%, je vais expliquer aux étudiants d'ILERI que les émités par ces opérations à l'étranger ouvrent des marchés pour l'industrie militaire. Et c'est l'armée qui profite aussi parce que l'armée possède des sociétés militaires. En France, on n'a pas ça. Donc, si vous voulez, l'armée est pour Erdogan parce que l'armée se comporte comme un homme d'affaires en plus de ses missions conventionnelles. Donc, on peut continuer. Voilà. Donc, 25-28 mai 2021, c'est l'exposition internationale de la défense turque à Istanbul. Donc, si tu peux zoomer juste pour voir les sponsors, juste tout au bas. Voilà. Donc, vous voyez, l'armée des terres, l'armée des mers, l'armée de l'air, tous les ministères, c'est pour vous dire que c'est l'armée derrière tout ça. Parce que c'est l'armée qui fait du business. Et on voit bien, c'est écrit 15e exposition de l'industrie de défense turque. 15e. C'est tous les 2 ans qui se passe. Est-ce qu'on a fini le PowerPoint? Voilà. Donc, le dernier. Ici, on voit les chiffres d'affaires entre 2011 et 2017. Si on peut zoomer pour voir que Turkménistan, les Émirats arabes, Arabie saoudite, Pakistan, Malaisie, Azerbaïdjan. Donc, si on fait le total,
on est à 1 milliard de dollars sur 6 ans. Et une grande partie va aux sociétés possédées et contrôlées par l'armée turque. Alors, une question d'un participant ou d'une participante, je ne sais pas. Comment le MIT recrute ses agents et de quels groupes sociaux viennent-ils? J'ai pas compris comment. Alors, comment le MIT recrute ses agents et de quels groupes sociaux viennent-ils? Donc, quand on dit agent, quand on parle du renseignement agent, c'est les sources. Je pense qu'il veut dire les officiers du MIT. Donc, les officiers du MIT passent des concours basés sur les standards internationaux. Ça veut dire qu'il faut être diplômé et il faut connaître, il faut parler plusieurs langues. Donc, non, le concours est complètement cadré et avec les tests psychologiques, etc., etc. Mais il faut parler plutôt des agents. Ça veut dire qu'en Allemagne, les MIT possèdent plus de 6000 agents. Ça veut dire des enfants, ceux qui donnent d'informations. Ça peut être l'imam, qui est un fonctionnaire d'État. Ça peut être un président d'une association. Ça peut être un homme d'affaires. Ça peut être un journaliste. 6000, et ce n'est pas moi qui dis ça, hein, c'est des rapports du renseignement territorial allemand qui confirment tout ça. Alors, une autre question, bon, il nous reste à peu près 5 minutes, donc je m'excuse d'avance pour toutes les questions que j'ai pas pu lire, puisque malheureusement, heureusement, il y en avait beaucoup, malheureusement, Constantin Pilkramenos ne pourra pas répondre à toutes. Une question qui a aussi été, qui a un petit peu agité le débat en France, qui est la question du rapport et des liens entre le MIT et les loups gris. Donc les loups gris, ces fameuses organisations ultranationalistes présentes en Turquie, mais aussi avec des ramifications à l'étranger. Alors, dans les années 70, avec le parti nationaliste turc, qu'est-ce que c'est les loups gris? Parce que les gens disent loups gris, etc. C'est la jeunesse du parti nationaliste turc. Donc, il y avait quelques figures des loups gris en Turquie qui ont basculé au crime organisé. Il y avait d'autres qui étaient déjà des criminels qui sont entrés dans l'extrême droite. Donc, c'est des deux côtés. Le MIT, c'est l'époque où les Arméniens d'Assala commencent à attaquer des diplomates turcs. Il y avait 57 diplomates turcs assassinés par Assala dans les années 80 et 90. Donc, le MIT a utilisé des personnages qui étaient en même temps membres du crime organisé, mais des ultranationalistes, pour faire du sale boulot. Pourquoi? Parce que les MIT à l'époque n'avaient pas un service action qui va exécuter quelqu'un. Ce n'était pas comme les Mossad, avec l'unité qui donne, baïonnette, comme on dit. Donc, ils utilisaient des gens marginaux ou des gens qui avaient des problèmes avec la justice pour faire des missions pareilles. Donc, à contrepartie, ces gens, ils étaient protégés. Ils prenaient des passeports verts. Passeport vert turc, ça veut dire passeport diplomatique. Tu peux voyager partout sans aucun problème. Donc, et cette tradition a duré pendant 30 ans. Si vous voulez, les Turcs qui assassinaient les 3
membre du PKK à Paris, septembre 2013. Il faisait partie de ces groupes des loups gris. Mais aujourd'hui, on n'est plus là. Les MIT est un service moderne. Il y a une direction des opérations spéciales qui se charge des opérations de liquidation, notamment côté Irak du Nord, avec les cadres du PKK, avec des drones de combat. Ils font du boulot depuis leur bureau. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Donc je pense que cette histoire avec les loups gris qui tuaient au nom du MIT, je pense que c'est fini, on n'est plus là. Et allez, une dernière question qui est revenue à plusieurs moments. Quelle est la relation ou quelles sont les relations entre les services secrets turcs, donc le MIT, et les services secrets iraniens? Très bonne question. Il y a un chapitre entier dans notre livre. Les Iraniens, côté service de renseignement, en fait, ils ont deux services de renseignement. C'est le service classique qui s'appelle VEVAC. Il y a aussi le département du renseignement de la force Al-Quds. La force Al-Quds, ça fait partie des gardiens de la révolution. Donc, deux services de renseignement. Les services de renseignement des gardiens, Al-Quds, un réseau, aujourd'hui qu'on parle, un réseau d'influence en Turquie qui est énorme. Ils contrôlent des sociétés, ils ont accès aux partis politiques, ils ont accès aux intellectuels. Donc, si vous voulez, les relations du MIT avec les Iraniens, aujourd'hui, on dirait que c'est des services frères. D'accord, eh bien écoutez, merci beaucoup Constantin. Donc je rappelle, malheureusement le temps qui nous était imparti est terminé. Alors je rappelle, bon, vous l'avez à l'écran à côté justement de Constantin. Donc la sortie de son livre écrit avec Savas Kalenteridis. Je suis désolé pour mon accent grec affreux. Publié chez VA Éditions, qui s'intitule Milli İstihbarat Teşkilatı, le service secret turc, guerre sur tous les fronts. Je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, Constantin, je vous en prie. Milli İstihbarat Teşkilatı, juste pour dire, ça veut dire Organisation nationale du renseignement. Et je voudrais dire qu'à partir de la semaine prochaine, ma chaîne YouTube sera opérationnelle et tous les 15 jours, il y aura des vidéos avec une analyse ciblée sur l'actualité turque, mais aussi tout ce qui se passe côté Méditerranée orientale, Grèce, Chypre, Turquie et Proche-Orient. Parce que je pense que 2021 sera une année fatale, comme on dit, pour toute la région. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Constantin. Donc, vous avez tous et toutes compris que nous continuerons à vous suivre sur votre chaîne YouTube. Donc, j'espère que vous nous annoncerez tout ça et que Ali Dery, on se fera une joie justement de le relayer dans nos réseaux. Alors, merci beaucoup Constantin pour votre temps. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé et Dieu sait que vous étiez nombreux et Dieu sait que vous avez posé des questions. Je m'excuse de nouveau pour ne pas avoir réussi à poser toutes les questions qui étaient posées, mais bon, c'est malheureusement un petit peu la règle du jeu. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à toutes, et donc à bientôt pour la prochaine conférence.